Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Président de Debout la France, député de l'Essonne, député d'Île-de-France. Abandon de la construction d'Europa City dans le Val d'Oise à Gonesse. C'était un immense complexe de loisirs, complexe commercial. Pas d'urbanisation de cette zone agricole a décidé Emmanuel Macron. Colère des élus locaux qui disent c'est une décision d'un monarque. Vous approuvez cette décision ou pas? J'ai toujours combattu Europa City. J'ai été sur place, j'ai fait l'analyse à Debout la France. Nous étions totalement hostiles à ce projet fou. Parce que c'était un projet encore de surface commerciale, alors que nos petits commerçants crèvent dans nos villes, que c'était un projet qui allait gâcher les plus belles terres agricoles d'Île-de-France, que nous avons des centres commerciaux partout qui d'ailleurs ont de grandes difficultés. Donc c'était un projet, je dirais, d'un autre temps, totalement contraire à la vision de la société, en tout cas que moi j'ai. Il faut un équilibre, il faut revitaliser les centres urbains, il faut aider les petits commerces, il faut aider les moyennes surfaces, il faut donner un peu d'humanité à nos villes. C'est pas en déracinant les gens. Vous saluez la décision du président de la République. Pour une fois. C'est bien. Oui, je le réclame depuis tant d'années. J'ai été 2 fois sur place, à l'encontre de tous les élus locaux qui n'ont pas compris le changement de société. Les Français veulent vivre différemment. On a créé une société inhumaine. Eh bien, pour une fois, il y a une bonne décision, saluons-la. Bien, dans une interview à l'hebdomadaire The Economist, Emmanuel Macron s'inquiète de la fragilité extraordinaire de l'Europe, qui, dit-il, disparaîtra si elle ne se pense pas comme puissance dans ce monde. Là encore, vous partagez? Mais c'est le pyromane qui tout à coup devient pompier. Cela fait des années, vous le savez, Jean-Jacques Bourdin, que je combats la manière dont on construit l'Europe. Je l'ai fait avec Philippe Séguin, je l'ai fait ensuite seul. On a créé Debout la France, on a quitté l'UMP parce que tous ces traités étaient une folie. Emmanuel Macron soutient cette Europe depuis toujours et maintenant il découvre qu'elle marche pas. Eh ben, écoutez, je vais lui envoyer une carte à Debout la France, il pourra venir chez nous. Mais très sérieusement, à ce moment-là, oui, si on veut une Europe puissante, c'est-à-dire une Europe qui organise l'indépendance de la nation française, de la nation allemande, et qui est une Europe des coopérations, c'est ce que j'ai proposé pendant toute la campagne des européennes, et c'est exactement l'inverse que fait Emmanuel Macron. Une Europe dans l'Union européenne, une Europe avec l'Union européenne. Mais l'Union européenne aboutit à la faiblesse européenne. L'Union européenne a trahi l'idée européenne. N'est-ce pas le retour à un nationalisme qui affaiblit l'Europe? Non, c'est l'inverse. Le retour à des frontières plus marquées. On va pas refaire le débat européen, mais c'est l'Union européenne qui a cassé l'idée d'une coopération européenne. C'est-à-dire, pendant la campagne, je reprenais toujours l'image des syndics d'immeubles. Le syndic d'immeuble doit pas s'occuper de tout, il doit s'occuper des choses importantes. Et c'est ce que dit Emmanuel Macron dans son interview. Et donc, c'est absurde parce qu'il fait l'inverse. Alors, remettons tout à plat, comme je le propose, investissons dans la science, arrêtons de céder à l'Allemagne, et ça ira mieux. Bien, faut-il, comme le souhaite Emmanuel Macron, muscler l'Europe de la défense? Mais il faut la muscler, mais il fait l'inverse. Pour la muscler, il faut d'abord sortir de l'OTAN. Il faut demander le départ. Mais je l'ai toujours demandé, le général de Gaulle l'avait commencé. Nous vivons la mort cérébrale de l'OTAN. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire quand même. Oui. Ce qui est extravagant. Oui, quoi? C'est que ceux qui ont échoué, qui ont construit ce qui marche pas, tout à coup découvrent que ça ne marche pas et disent il faut changer. Mais ils ont signé tous les traités. Il a encore accepté des traités permanents européens qui vont à l'encontre de ce qu'il demande. Donc le problème d'Emmanuel Macron, c'est d'ailleurs le problème de beaucoup de présidents de la République successifs. Et c'est ce qui explique, Jean-Jacques Bourdin, le manque de confiance des Français dans la politique. C'est que les discours sont toujours contraires aux actes. Moi je demande, ah oui c'est extraordinaire, que les actes soient conformes au discours. Et je propose, et nous proposons à Debout la France, des actes conformes à nos discours. Alors ça surprend toute la classe politique. Voilà, sortons des discours, de la communication, passons aux actes. Il y a 30 ans, le 9 décembre, là, un acte historique, le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombé. Est-ce que la chute de l'ex-RDA est une annexion du monde capitaliste sur l'ancien monde communiste? Annexion du monde libéral, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Vous avez le même regard? Le pauvre Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi, mais c'est une libération. Moi j'ai été... faut aller à Berlin. Vous y étiez? Où étiez-vous le 9 novembre? J'étais étudiant et je me suis réjoui comme
comme toute l'humanité. Parce qu'il faut aller à Berlin, sur le site de l'ancien mur, où des gens sont morts. Des Allemands de l'Est sont morts, tirés comme des lapins, parce qu'ils s'échappaient de la prison de la RDA. Donc on ne peut pas parler d'annexion, on peut parler de libération. En revanche, que la réunification allemande se soit mal passée, sans doute, et c'est toute la question de l'Europe et de la manière dont on construit l'Europe. C'est le moins-disant social, c'est l'esclavagisme permanent, etc. Mais c'est quand même mieux que ce qu'il y avait avant. Donc il ne faut pas tout confondre. Il y a une libération. De qui envers qui écoutez, vous savez comment fonctionne toujours le même moins-disant social. C'était la réforme Schröder. C'est croire qu'on va renforcer l'Europe en abaissant le niveau de vie des Européens et en créant des inégalités majeures, c'est alimenter justement les fameux nationalismes. Donc ce que je veux dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon commet une erreur d'analyse, je pense. C'est une libération des pays de l'Est. En revanche, on revient toujours à cette question, la manière dont on a construit l'Europe aboutit à des inégalités insupportables et Emmanuel Macron veut nous importer ces inégalités en France maintenant, avec notamment la réforme des retraites, qui va paupériser de manière considérable le corps social français. On ne peut pas construire une société d'avenir sur l'injustice, les inégalités sociales. Allons-y. Parlons de la réforme des retraites. Oui, parce que c'est gravissime ce qui est en train de se préparer. Je parlerai d'autres sujets après. Et je combattrai cette réforme de toutes mes forces. Alors justement, est-ce que le 5 décembre, vous appelez à la grève? J'appelle à une mobilisation totale de tous les Français, la plus pacifique possible. Vous irez manifester, Pas personnellement, parce que je n'irai pas manifester avec certaines personnes, mais qu'importe. C'est-à-dire non, mais il y aura avec la CGT, avec les excès. Je vois avec la CGT, avec des excès. Dans le même cortège. Avec des excès. Ouais, mais en revanche, je vais vous dire une chose. Oui. Je veux que chaque Française sache, et chaque Français, que ce qui est en cause, c'est l'avenir de leurs petits-enfants, de leurs enfants et leur modèle social. Je suis pas CGT, je suis pour une économie libérale, je suis pour qu'on baisse les charges des PME, je suis pour qu'on fasse un protectionnisme européen et national intelligent, pour qu'on défende notre modèle social. Mais je n'accepte pas que l'on mette en place une réforme hypocrite qui va baisser les pensions de retraite et mettre des millions de retraités futurs dans la pauvreté de masse. C'est insupportable ce qui est en train de se préparer. Et je vais vous donner un exemple. Pendant des décennies, vous, le premier, et le gouvernement, le gouvernement dans lequel vous avez travaillé. J'ai pas travaillé dans un gouvernement. Aucun gouvernement. J'ai pas été ministre et j'ai refusé. Mais vous avez travaillé pour un gouvernement, dans une majorité. Dans une majorité, j'ai souvent été désobéissant, reconnaissez-le. Bon, qu'importe, ne me mettez pas sur le dos ce qu'ils ont fait. Parce que s'il y en a un qui a été quand même lucide, et qui a refusé de voter... Enfin, vous avez... Bon, bref, on va pas revenir sur le passé. Mais enfin, ne me mettez pas dans le même sac que les autres, par pitié. Les inégalités avec les régimes spéciaux, vous les avez critiquées pendant des décennies. Et alors ? Mais je vais vous dire une chose. Si on corrige ces inégalités, n'est-ce pas une bonne mesure ? Très bonne question, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Les régimes spéciaux, c'est 2% des retraités. 2%. Il faut les réformer, oui. Mais est-ce que... Laissez-moi finir ma phrase. Allez-y. Est-ce que l'on doit pénaliser 98% des retraités français sous prétexte de réformer les régimes spéciaux ? Est-ce qu'on doit instrumentaliser les régimes spéciaux pour, en douce, baisser le niveau des retraites de manière considérable ? Et je veux vous donner un exemple précis. 10 secondes. Jean-Jacques Bourdin. Allez-y. Aujourd'hui, c'est les 6 derniers mois pour les fonctionnaires qui servent de calcul de retraite et les 25 meilleures années. Avec le système à points, ce sera les 43 années ou les 40 années de travail. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que dans une vie de travail où vous êtes trop jeune jusqu'à 30 ans pour avoir un CDI, où on vous jette à 49 ans des entreprises parce que vous êtes trop vieux, ça veut dire 20 ans de travail. Si on calcule votre retraite sur vos 43 années de cotisation par points, elle sera nettement inférieure à vos 25 meilleures années, et je parle même pas des 6 derniers mois. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut réformer les retraites. Et à Debout la France, nous proposerons une réforme des systèmes de retraite le 19 novembre. Sans pour autant spolier des millions de Français qui ont travaillé dur et qui ne méritent pas de voir leur retraite amputée de 20 à 25%. Parce que le résultat, je le prouverai, aux nouveaux entrants. Alors attention. Ça, nous verrons. Deux choses. Oui. Toute réforme des retraites d'abord ne doit commencer que par les nouveaux entrants. Pourquoi ? Parce que quand vous avez accepté de conduire des trains la nuit, tous les dimanches,
Vous avez accepté d'avoir un salaire peut-être différent parce que vous avez fait un effort la nuit. On n'a pas le droit de changer votre contrat. Les retraites, c'est un contrat qu'a signé chaque cotisant avec la nation. Donc, s'il y a une réforme, et le principe chez nous à Debout la France, c'est que toute réforme ne s'applique que pour les nouveaux entrants. Parce qu'on n'a pas le droit de remettre en cause un contrat entre le citoyen... L'option reste ouverte. Alors, deuxième point, oui. Il faut garantir un système à partir des 25 meilleures années. Parce que c'est le seul moyen de garantir les retraites. Parce que derrière la réforme Macron, je vais vous dire ce qu'il y a. Il y a la suppression du régime de répartition, il y a la paupérisation des retraités pour qu'ils passent à un système de capitalisation. Oui, c'est un système de retraite par points, on est bien d'accord. Qui est la marche vers la capitalisation, c'est-à-dire l'inégalité. Comment fonctionne le régime de retraite complémentaire ? Dans le privé. Oui. Agir et justement. Comment fonctionne-t-il ? Et justement. Par point. Et justement, demandez aux médecins. Est-ce qu'il fonctionne mal pour les salariés, pour les cadres ? Est-ce qu'il fonctionne mal ? Il a eu des réductions considérables. Demandez aux médecins qui ont un système par point comment il a été réformé. Quand vous avez un système par point, votre retraite ne dépend plus, Jean-Jacques Bourdin. Laissez-moi finir mon explication. Oui, je vous vois parce que l'exemple du médecin est un exemple un peu biaisé, pardonnez-moi. Vous avez l'exemple du salarié, c'est pas l'exemple du salarié. Attendez, oui. Quand vous êtes dans un système par point, le gouvernement, quel qu'il soit, demain matin, peut changer la valeur du point. Il l'a fait en Suède. Il l'a fait pour les médecins. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le citoyen français qui part à la retraite n'a plus la garantie d'une retraite qui représente moyenne des 25 meilleures années de son dernier salaire. Cela veut dire quoi ? Qu'on crée une insécurité considérable. Et cela veut dire que c'est fait exprès pour qu'à terme, il passe par les assurances. Que derrière la réforme Macron, il y a la voracité des compagnies d'assurance qui veulent faire passer la France d'un système par répartition, qui est issu du Conseil national de la résistance, qui est un compromis social fondamental, à un système de capitalisation qui va créer des injustices système par monstrueuses. Répartition qui sera au bout du rouleau dans quelques années financièrement. Faux, Jean-Jacques Bourdin. Je vous renvoie au rapport du corps. Pourquoi ? Conseil d'orientation des retraites, parce que la France a une chance inouïe. C'est qu'elle a un équilibre démographique, à la différence de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne. Deuxièmement, parce que la France peut financer son système des retraites si elle crée le nombre d'emplois nécessaires. Et le rapport du comité d'orientation des retraites, nous dit qu'avec la réforme très dure déjà, Fillon, puis Touraine, il y a eu des réformes très dures déjà pour les retraités. Eh bien, le système est équilibré. Donc, on nous raconte pas d'histoire. Aujourd'hui. Mais Jean-Jacques Bourdin, pourquoi je propose le Made in France ? Et je vais aller cet après-midi au salon du Made in France. J'invite les Français qui nous regardent à y aller, porte de Versailles. Parce que si on produit français, si on relocalise ne serait-ce qu'1 million d'emplois, on a 5 700 000 chômeurs. 1 million d'emplois. Notre système social est équilibré. Donc on veut nous faire croire, on veut nous culpabiliser que le système n'est pas équilibré, c'est pas vrai. Il est équilibré si la France travaille. Et voilà pourquoi il faut faire des mesures pour remettre le mérite, récompenser le travail, augmenter les salaires, baisser les charges. Il faut remettre en mouvement la France, plutôt que de faire de la paupérisation. Vous savez, on ne sera jamais aussi pauvre qu'un ouvrier de l'Inde ou du Bangladesh. Même si on commence à voir une mondialisation et une relocalisation, une mondialisation à l'envers. Il y a des exemples aujourd'hui. Oui, mais on est encore loin. Bien. Il faut baisser les charges des PME et des petits entrepreneurs qui créent de l'emploi. Et la différence avec Macron, c'est que moi, je veux baisser les impôts uniquement pour ceux qui investissent en France. Il est inacceptable qu'on ait donné 5 milliards d'euros aux plus riches sans qu'il y ait 150 millions d'euros à Maubeuge, il faut baisser ses impôts. Mais ça, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est localisé en France doit être... Mais en revanche, on a donné 5 milliards d'euros aux plus riches de France, aux très très riches, sans condition. C'est ça qui me choque. C'est pas qu'on baisse les impôts qui me choque. C'est qu'on ne baisse pas les impôts. Et qu'on augmente les impôts des plus riches. Qu'on augmente les impôts des plus riches. Pas s'ils produisent en France. Mais s'ils placent leur argent à l'étranger, oui. S'ils investissent en France, on doit baisser les impôts. Nicolas Dupont-Aignan. Donnant, Jean-Jacques Bourdin. J'imagine que vous n'irez pas marcher contre l'islamophobie dimanche. Non, parce que c'est une imposture, une manipulation. De qui ? De la part de qui ? De la part d'islamistes radicaux qui veulent imposer en France un islamisme politique qui... font entrer la France dans une posture de victimisation des musulmans, alors même qu'il y a beaucoup de Français musulmans qui luttent contre l'islam politique. Et il y a une confusion de tout. Et je veux dire très précisément. En France, chacun est libre de pratiquer son culte. Il n'y a aucune stigmatisation des Français musulmans qui pratiquent leur foi. Combien de musulmans Combien de musulmans en France ?
Alors certains disent 7-8%. Bon, voilà. Mais il y a une grande majorité des musulmans, des Français. Moi, je ne les appelle pas les musulmans. On est Français. Des Français. Ouais. Qui pratiquent la foi musulmane. Il y a des gens d'origine musulmane qui ne pratiquent pas la foi. Nous sommes un pays libre. Une grande partie pratiquent leur foi dans le respect des lois de la République. Ils n'ont jamais été stigmatisés. En revanche, il y a une de plus en plus grande stigmatisés partie, parfois ou discriminés parce qu'ils s'appelaient Mohamed ou Rachida. Il y a de plus en plus de musulmans. La Fondation Jean Jaurès nous dit, socialiste, nous dit qu'il y a 27% des Français musulmans qui pensent que la charia devrait être supérieure à la loi républicaine. Et il y a cette forte minorité de Français musulmans, parce qu'on a laissé les salafistes à l'œuvre, avec leurs 120 mosquées, faire un travail de sape. Il y a une minorité non négligeable de Français musulmans qui veulent que la société française s'adapte à l'islam politique. Eh bien, la société française n'a pas à s'adapter à l'islam politique, c'est à l'islam de s'adapter. Mais les lois à la le disent. Les lois le disent. Vous avez vu dans ce texte. Je vous dis que dans ce texte, je veux vous dire que dans ce texte, ce fameux texte qui appelle à cette manifestation contre l'islamophobie, il est écrit que des lois sont liberticides. Mais il y a pire que ça dans cette manifestation. Elles ne vous sont savez pas ce qu'ils liberticides. écrivent ? Mais c'est scandaleux. Dans cette manifestation, vous savez ce qui est écrit ? Que les lois laïques sont liberticides. Oui, c'est ce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui organisent cette manifestation, en fait, veulent culpabiliser les Français, dont de nombreux Français musulmans, et on ne parle pas assez d'eux. Ces femmes et ces hommes, notamment, j'ai amené ces 100 femmes et hommes musulmans qui ont signé une pétition dans Marianne, un magnifique texte d'amour à la République française, parce qu'ils sont Français, et moi je les considère comme Français, et qui disent qu'ils aiment la loi de la République laïque, l'égalité des femmes et des hommes, et qu'ils ne veulent pas le voile obscurantiste. Alors que dites-vous à celles et ceux, avec lesquels vous avez été alliés, et je pense au Rassemblement national, qui disent il faut interdire le voile ou le foulard dans l'espace public, dans la rue. Alors moi, je suis sur une proposition simple. Vous êtes pour ou contre ? Je vais vous répondre. Je suis pour interdire le voile dans les services publics, à l'université, dans l'entreprise, et dans tous des lieux où... Service public, l'entreprise, c'est pas un service public. Non, mais je vous ai dit... C'est un service privé. Mais je vous ai dit les deux. Non, dans les entreprises privées, dans tous les lieux clos, on enlève la manifestation de la soumission de la femme, un signe obscurantiste, rétrograde, qui remet en cause les valeurs de la civilisation française. Point. Ça, c'est une loi qui est applicable. En revanche, dans l'espace public, on pourrait voter toutes les lois de la Terre, elles ne seraient pas applicables. On ne va pas mettre un policier derrière chaque personne. En revanche, il faut traiter la cause du mal. Le voile, le port du voile, c'est le thermomètre d'un malaise. La cause du mal, c'est qu'on a laissé, l'État a été faible à l'égard d'un culte musulman obscurantiste qu'on a laissé se développer en France, les salafistes, qui sont interdits dans certains pays arabes. Il y a 120 mosquées salafistes. Et Madame Kosciusko-Morizet, qui n'est pas susceptible d'être qui n'était pas quand même dans mon parti politique, Madame Kosciusko-Morizet avait fait une proposition de loi intéressante pour l'interdiction du salafisme en France, c'est-à-dire de la manifestation de l'islam politique. Et moi, je sais qu'on peut compter sur beaucoup de Français musulmans, des femmes et des hommes courageux, qui sont d'ailleurs insultés et menacés par ceux qui vont manifester, et qui défendent cette idée d'un islam respectueux des lois de la République. Jean-Jacques Bourdin, prenons un peu de recul historique. Quand les gendarmes ont ouvert les portes des congrégations en 1905, ce fut douloureux pour les catholiques qui voyaient remettre en cause un système. La religion catholique s'est pliée à la loi de la République. Quand Napoléon a écrit cette magnifique lettre aux rabbins de France, ça a été dur pour le culte israélite, mais il s'est plié aux lois de la République. Eh bien, il faut maintenant que l'islam de France comprenne que la France, c'est pas un pays comme un autre. Et que si justement on veut accueillir des gens, on veut assimiler, si on veut qu'on ait une vraie communauté nationale et pas des communautés, eh bien il faut accepter de se plier aux lois de la République. La religion n'a pas à imposer sa loi à la nation. C'est tout. Et vous verrez que c'est très simple. Et donc il faut pas être munichois. Et je regrette, je suis outré que la France insoumise, que la CGT, outrée, participe à cette manifestation organisée par des gens dangereux. Outrés. L'idée de quotas économiques pour l'immigration, alors, vous la défendez ou pas ? Ça dépend. Je défends les quotas
par nationalité et par profession, à condition que ces quotas soient un instrument plus de fermeture que d'ouverture. Et ce qui m'inquiète dans le projet du gouvernement, j'ai écouté la conférence du Premier ministre, j'ai regardé sur votre chaîne pendant 1h30, donc j'ai tout écouté. Et ce qui m'a beaucoup inquiété, c'est quand j'ai entendu le Premier ministre dire on manque de couvreurs, on manque de ceci, on manque de cela, on va faire des parcours. En fait, j'ai l'impression que le gouvernement est en train d'utiliser les quotas pour légaliser une immigration de travail supplémentaire. Alors qu'il y a tant de jeunes chômeurs dans nos zones rurales, dans nos villes, qui sortent sans formation, sans rien. Et c'est eux qui doivent être couvreurs. C'est eux qui doivent être dans nos entreprises. Et pour ça, je pense qu'il faut augmenter les salaires, qu'il faut baisser les charges. Bref, qu'il faut peut-être s'occuper des Français et des étrangers en situation régulière avant de donner du boulot à des migrants. Voilà. Bien, je termine. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, le duel de la présidentielle 2022. Eh bien non. Vous serez candidat? Ah, j'en sais rien. Bon. Ah ben, je peux vous dire, franchement, j'en sais rien. Non mais en revanche, il y a une chose que je sais, et ben vous pouvez sourire. Mais il y a une chose que je sais, Jean-Jacques Bourdin. Oui. C'est qu'il y aura un combat entre ceux qui défont la France et ceux qui veulent la reconstruire. Et mon seul objectif, c'est qu'on puisse... Les deux défendent la France. J'ai pas parlé des deux. Ah bon. J'ai dit qu'il y aura un combat entre, en gros, les mondialistes et les patriotes, qui est le nouveau clivage. La seule chose que je veux, c'est qu'on puisse battre Emmanuel Macron. Et pour battre Emmanuel Macron, il faudra prendre le ou la meilleure. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas réitérer obligatoirement ce qui s'est passé en 2017. Parce que sinon, Emmanuel Macron sera réélu automatiquement. Et d'ailleurs, je remarque que c'est pourquoi, sans doute, Emmanuel Macron est si intéressé pour retrouver la même adversaire. Donc, j'espère qu'on aura le choix. Et en tout cas, je ferai tout pour qu'on ait le choix. Qu'on ne retrouve pas la même adversaire. En tout cas, que ce soit la meilleure ou le meilleur qui soit choisi pour battre Emmanuel Macron. Bien, merci Nicolas Dupont-Aignan, 8h55. Merci d'être venu nous voir. RMC BFM TV.